Mayotte. Un département français comme les autres ? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid, comment ça va ? Salut Hugo, ça va bien et toi ? Ça va. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler de Mayotte. Pourquoi on a choisi ce sujet ? On a choisi ce sujet parce que Mayotte a été beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Vous qui nous écoutez, vous en avez peut-être entendu parler après le cyclone Chido qui a donc dévasté cette île en décembre 2024. Oui, et si on parle de Mayotte, c'est parce que c'est un département français, ce qu'on appelle un département français d'outre-mer. On va expliquer un peu après. Et c'est un département qui est situé au sud-est de l'Afrique, entre le continent africain et l'île de Madagascar. Donc voilà, ça vous aide à le positionner géographiquement. Et sachez aussi que les habitants de Mayotte s'appellent les Mahorais. Et c'est une île qui fait partie géographiquement de l'archipel des Comores. Mais donc il y a 4 îles, Mayotte qui est un département français et les 3 autres qui forment ensemble l'État des Comores. Et si ce cyclone Chido, cette catastrophe naturelle, a fait parler de Mayotte, c'est parce qu'il a mis en lumière la situation extrêmement précaire de ce territoire. Vous avez peut-être vu les images de l'île qui a été dévastée, avec notamment les bidonvilles qui ont été détruits. Donc des bidonvilles, ce sont des habitations de fortune, des habitations qui sont construites avec des déchets, des plaques de ferraille, des plaques de tôle, des choses comme ça, des bidonvilles. Donc quand le cyclone Chido est arrivé sur Mayotte, évidemment, il a détruit une grande partie des bidonvilles qui étaient sur l'île. C'est vrai que les images étaient assez choquantes et c'était très triste de voir ça. Et ça fait se poser des questions par rapport à cette pauvreté. Pourquoi une telle pauvreté comparée aux autres départements français ? Pourquoi la réalité sociale et économique de Mayotte n'a rien à voir avec celle de la métropole ? Oui, et cette catastrophe, elle a aussi relancé les débats à propos de la responsabilité de l'État français. L'État français notamment incarné en la personne d'Emmanuel Macron, qui a été accusé de ne pas traiter cette ancienne colonie, Mayotte, de la même manière que ces autres départements, en particulier les départements français de métropole. Alors, dans cet épisode, on va essayer de répondre à ces grandes questions et pour comprendre la situation du 101e département français, on va diviser notre réflexion en 3 parties. D'abord, on va passer par une partie plutôt historique en se demandant comment cette île au large de l'Afrique est devenue française. Bien sûr, on va parler de colonisation. Ensuite, on va parler de la pauvreté, la criminalité, en fait, de la situation terrible de Mayotte actuellement et depuis plusieurs années. Et enfin, on parlera plus concrètement de ce que fait l'État français, de sa responsabilité, qu'est-ce qui est fait pour améliorer la vie des Mahorais. Très bien. Bon, on a un programme chargé, donc allons-y. Alors, pour commencer, on va évidemment s'intéresser à l'histoire de Mayotte et essayer de comprendre comment cette île au large des côtes africaines est devenue française. Et comme tu l'as dit, Ingrid, évidemment, c'est lié à la colonisation. Alors, un petit avertissement ici. Évidemment, c'est une histoire qui est assez complexe. Une histoire avec notamment des tensions entre le gouvernement français et les Mahorais, mais aussi entre les dirigeants des îles des Comores et les Mahorais. Donc voilà, c'est assez complexe. On va essayer de rester dans les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre ça de manière assez simple. Mais voilà, on va être obligé de simplifier un peu parfois pour que ce soit plus digeste. Et c'est pour ça qu'on ne va pas commencer à la préhistoire, mais plus récemment, au 19e siècle.
Oui, au début du 19e siècle, il faut savoir que les îles qui composent l'archipel des Comores n'étaient pas unies. Sur chacune d'entre elles, il y avait des sultans qui se succédaient. Un sultan, c'est un souverain musulman. On en retrouvait par exemple dans l'Empire ottoman, mais aussi sur beaucoup d'îles dans cette zone du monde. Et alors, en 1841, le sultan qui dirige Mayotte est très isolé. Il se fait attaquer de partout, du côté des Comores, du côté de Madagascar, c'est les Britanniques aussi qui ont tendance à être des rivaux au niveau militaire. Et alors c'est à ce moment-là que le sultan décide de demander de l'aide à la France et même plus que ça, il décide de vendre l'île à la France. Donc c'est ça le début de l'histoire coloniale à Mayotte, c'est tout simplement un achat. Voilà, les Français sont arrivés et ils ont acheté une île avec tout ce qu'il y avait dessus, y compris les habitants. Oui, parce que ce sultan voulait avoir la protection des Français, qui étaient les rivaux des Britanniques à cette époque. Donc, il s'est dit tout simplement, bon, je vous vends l'île et en échange, vous me protégez et vous m'assurez aussi une rente viagère. Ce qu'on appelle une rente viagère, c'est tout simplement des revenus à vie. Donc voilà, on peut dire que l'État français versait un salaire à ce sultan et en échange, il a obtenu le contrôle de cette île. Et quelques années plus tard, en 1885, la France colonise l'autre grande île qui est à côté de Mayotte, à savoir l'île de Madagascar. Et l'année suivante, elle prend le contrôle des 3 autres îles des Comores. Donc, comme on l'a dit en introduction, rappelez-vous, on est dans une archipel, il y a 4 îles dans l'archipel des Comores. Une de ces îles, c'est Mayotte, et il y en a 3 autres. Donc là, en 1886, la France a le contrôle de tout l'archipel des Comores et de l'île de Madagascar qui est à côté. Et donc la France crée une seule grande colonie avec tous ses territoires et décide que Mayotte, son territoire le plus ancien, va être la capitale. Et pendant 80 ans, ça va rester comme ça. C'est 80 ans pendant lesquels il y a une petite bourgeoisie mahoraise qui va émerger. Donc à Mayotte, c'est des notables, des aristocrates qui possèdent les terres et qui ont une vie plutôt confortable. Oui, ils ont une vie plutôt confortable et comme c'est souvent le cas au moment de la colonisation, les colons s'allient en fait avec la bourgeoisie locale pour pouvoir mieux contrôler les populations. Et donc ça continue jusqu'au XXe siècle, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, où là, c'est le début au niveau mondial de la décolonisation. Et dans l'archipel des Comores, il y a alors 2 mouvements qui émergent et qui s'opposent. D'un côté, on a le mouvement indépendantiste qu'on va retrouver plutôt dans les 3 îles les plus à l'ouest de l'archipel. Et à Mayotte particulièrement, on a un mouvement qui est plutôt pro-français. Ce mouvement pro-français, c'est surtout celui qui est composé de ces notables dont on parlait, des riches créoles qui sont catholiques, qui sont francophones, qui sont propriétaires terriens et donc qui travaillent à convaincre le reste de la population qui n'est pas forcément francophone, qui est plutôt musulmane et plutôt pauvre, des bienfaits d'être français. Oui, et pour ça, ils ont plusieurs arguments. D'abord, le fait que Mayotte est devenue française avant les autres îles des Comores, 40 ans plus tôt, c'est ça ? Ouais, un peu plus même que 40 ans. C'est ça. Donc pendant 40 ans, Mayotte était déjà une colonie française alors que les 3 autres îles des Comores étaient toujours sous le pouvoir de sultans musulmans. Le fait aussi que l'islam qui est pratiqué sur ces 3 autres îles est plus rigoriste, il accorde moins de droits aux femmes. Donc pour les femmes mahoraises, les femmes de Mayotte, c'est un peu mieux d'être sous l'influence catholique que sous l'influence musulmane de ces autres îles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme argument ? Il parle beaucoup du fait que les Comoriens et les Mahorais n'ont pas de culture commune uniforme, puisque, rappelez-vous, avant la colonisation, c'était des îles isolées
et donc il n'y a jamais eu vraiment d'unité. Et enfin, le dernier argument, le plus important peut-être, c'est que le fait de rester français allait permettre d'être dans des meilleures conditions économiques et sociales. Voilà, donc en 1974, la France décide d'organiser une grande consultation pour demander aux Comoriens et aux Mahorais s'ils veulent devenir indépendants. Et le résultat est sans appel, puisque 99% des Comoriens votent pour l'indépendance. Mais quand on regarde dans le détail, en fonction des îles, on voit que sur l'île de Mayotte, c'est l'inverse, puisque 65% des Mahorais votent pour rester français. Alors, ce que fait la France, c'est qu'elle décide de séparer ses îles. Elle donne son indépendance aux 3 îles les plus à l'ouest et elle garde Mayotte sous contrôle français. C'est comme ça que les Comores est devenue une des dernières colonies françaises à avoir gagné son indépendance. Ouais, donc ces 3 autres îles deviennent l'État des Comores, un État indépendant, tandis que Mayotte reste française. Mais cette décision, cette petite magouille de l'État français, on pourrait dire, comment on peut expliquer une magouille? C'est une sorte de manipulation, quelque chose comme ça? Un arrangement avec la loi. Ouais, un arrangement avec la loi, bon, c'est un mot plutôt familier, une magouille. Donc cette magouille de l'État français pour garder une des 4 îles sous son contrôle, c'est une décision qui en réalité est hors la loi, en tout cas quand on regarde les règles de l'Organisation des Nations Unies, puisque dans les règles officielles, il est dit que au moment de l'indépendance, les anciennes colonies doivent garder les mêmes frontières que quand elles étaient une colonie. On ne peut pas changer le dessin les frontières de cet État qui devient indépendant. Et c'est pourquoi l'État français a été condamné à plusieurs reprises par l'ONU. Il y a eu des résolutions qui ont été votées année après année et qui ont déclaré que l'occupation de Mayotte était illégale. Enfin bon, ça a duré quelques années et puis finalement, l'idée a été acceptée et maintenant, il n'y a plus de contestation officielle de cette occupation. En tout cas, au niveau international, ce n'est pas officiellement considéré comme une colonie, si bien que la France a pu faire évoluer le statut de Mayotte petit à petit jusqu'à ce que ça devienne carrément un département. Oui, et d'ailleurs, c'est assez drôle quand on regarde cette situation parce qu'il y avait des votes à l'ONU pour condamner la France et à l'unanimité, les pays condamnaient la France pour cette occupation illégale, enfin la quasi-unanimité parce qu'il y avait un pays qui votait contre et évidemment c'était la France. Et la France, on peut dire qu'elle s'en fout, puisque Mayotte est resté français et plus que ça, Mayotte est petit à petit devenu un département. Et ça, c'est quelque chose qui est assez technique, donc on va passer rapidement dessus, mais c'est quand même important de préciser que les territoires que la France possède ailleurs qu'en métropole, donc on peut dire les territoires ultramarins ou encore les territoires d'outre-mer. En gros, c'est tout ce qui est au-delà de la mer et de l'océan. Ils peuvent avoir plein de statuts différents. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, le statut ultime, le statut qui permet d'avoir administrativement et légalement les mêmes droits et devoirs que les autres territoires de France, c'est le statut de département. Et à Mayotte, cette population qui militait pour rester française, elle militait depuis les années 50 pour être un département. Parce que le fait d'être un département, c'était une manière de s'assurer de ne jamais pouvoir être reprise par les Comores. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important, c'est que les Mahorais, dans leur majorité, avaient tellement peu envie d'être
attaqué et d'être pris par les Comores qu'il voulait absolument être français à 100%. Et finalement, après des décennies et des décennies d'évolution, Mayotte est devenu 100% français, en tout cas en termes d'administration, en 2011. C'est devenu, donc on le disait tout à l'heure, le 101e département français. Ouais, donc en théorie, ce statut devrait permettre à Mayotte d'obtenir les mêmes droits que les autres départements français, mais on va voir que en réalité, ça se passe pas forcément comme ça. Mayotte a donc d'abord été colonisée, puis elle a décidé de rester française, puis de devenir un département. Et donc, quand on entend tout ça, on peut penser, alors c'est un département comme les autres, la vie peut y être confortable avec tous les droits français. Sauf que, bien évidemment, ce genre d'évolution se fait très progressivement et ça reste un endroit qui est très loin de la métropole, qui n'a pas été complètement français pendant longtemps. Donc, les installations mettent du temps à se faire, les infrastructures ne sont pas complètement achevées et c'est un endroit qui est donc quand même très pauvre. Oui, donc c'est vrai que comparé aux autres départements de métropole, Mayotte est très pauvre, mais quand on compare à ses voisins, à la fois aux Comores à l'ouest et à Madagascar à l'est, eh bien Mayotte a plutôt une situation privilégiée. Elle est beaucoup plus riche que ses voisins, avec un niveau de développement qui est plus avancé, de meilleurs services publics. Par contre, contrairement à d'autres territoires français d'outre-mer comme la Réunion, qui se trouve aussi au large de la côte africaine, Mayotte est accessible en bateau de pêche. Elle est très proche des autres îles des Comores, vu qu'elles font partie du même archipel, ce qui explique pourquoi il y a une énorme immigration à Mayotte. Et d'ailleurs, on entend souvent parler des kwassa ou kwassa, qui est un mot mahorais pour désigner les bateaux de pêche de fortune qui sont souvent surchargés et dangereux, qui sont utilisés principalement par les migrants comoriens pour rejoindre Mayotte. Voilà, on entend souvent parler de ces bateaux qui se retrouvent échoués et du fait que la mer au large de Mayotte est un véritable cimetière puisque même si la traversée est courte, elle est dangereuse, les migrants y sont entassés et la police surveille de près. Donc chaque année, il y a près d'une centaine de personnes qui trouvent la mort dans ces traversées. Et donc, à cause de cette immigration massive, on estime que quasiment la moitié de la population de Mayotte est étrangère. Donc évidemment, c'est incomparable avec les chiffres qu'on a en métropole. Et on estime aussi qu'un tiers des étrangers qui vivent à Mayotte sont nés sur l'île. Ça, on va en parler un peu plus tard, mais la situation avec les enfants et les adolescents à Mayotte est vraiment assez préoccupante. C'est ça qui fait que finalement, Mayotte est une île qui est très pauvre par rapport au reste de la France, puisque une grande partie des habitants de cette île, notamment ceux qui sont dans les bidonvilles qu'on mentionnait en introduction, est étrangère, n'a pas de droit. Et 3/4 de ces migrants illégaux vivent avec moins de 200 € par mois. Oui, donc c'est sûr qu'avec moins de 200 € par mois, ce serait impossible de vivre dans un département de métropole. Mais à Mayotte, c'est possible de survivre, notamment avec le système D, le système de la débrouille, et en vivant dans tous ces bidonvilles. Et j'évoquais tout à l'heure la situation des enfants, parce que parmi ces migrants illégaux, il y en a beaucoup qui sont nés sur l'île et qui sont sans papier. On estime qu'il y a entre 3000 et 4000 mineurs non accompagnés sur l'île de Mayotte. Autrement dit, ce sont des enfants ou des adolescents qui sont seuls, souvent parce que leurs parents ont été renvoyés. Leurs parents étaient sans papier, ils étaient des migrants illégaux, et donc ils ont été renvoyés, en général, aux Comores.
Et évidemment, ces enfants, ces adolescents sont livrés à eux-mêmes. Donc la seule solution qu'il leur reste pour survivre, souvent, eh bien, c'est la délinquance. Le résultat de cela, c'est que Mayotte est un territoire où l'insécurité est extrêmement importante. Il y a des gangs, il y a des quartiers dans lesquels il est impossible de rentrer. À partir d'une certaine heure, on ne peut plus sortir dans la rue. Les voitures se font arrêter et piller. Il y a des attaques à la machette. La machette, c'est une arme qui est une espèce de couteau énorme. Donc la population sur place est complètement dépassée, elle est terrorisée et elle demande souvent de l'aide à l'État pour contrôler cette insécurité. Ouais, ils veulent que l'État français intervienne avec la police, qu'il fasse preuve de plus de sévérité contre cette immigration illégale. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on regarde le résultat des élections, par exemple les dernières élections présidentielles de 2022, on voit que les Mahorais votent beaucoup plus à droite, voire à l'extrême droite, que les Français de métropole, puisque Marine Le Pen a obtenu quasiment 60% des voix au second tour de l'élection présidentielle 2022 à Mayotte, alors qu'au niveau national, elle a obtenu seulement 40% des voix. Voilà, c'est ça la situation à Mayotte. Pour résumer, c'est un endroit où les infrastructures françaises ne sont pas encore tout à fait en place. La population est dépassée parce qu'il y a une immigration très importante et cette immigration combinée avec le manque d'infrastructures fait qu'il y a une insécurité très importante. Et cette immigration, elle est d'autant plus difficile à contrôler qu'elle vient, comme on l'a dit, en majorité des Comores. Et les relations entre Mayotte et les Comores sont assez compliquées. Il faut savoir que l'État comorien a une position de dépendance envers Mayotte. Pourquoi ? Parce que 20% de son PIB, autrement dit 20% de ses richesses, viennent de la diaspora comorienne, autrement dit des Comoriens qui ont immigré et qui envoient de l'argent dans leur pays. Et comme on l'a dit, souvent ils immigrent à Mayotte, vu que c'est juste à côté, ou parfois il y en a même qui arrivent à aller en France métropolitaine. Donc les Comores ne font pas grand-chose pour essayer d'empêcher les gens qui veulent partir parce qu'ils savent qu'ensuite, ces personnes vont renvoyer de l'argent au pays. Et en même temps, c'est un peu bizarre parce que d'un côté, les Comores bénéficient de ce statut français de Mayotte, mais d'un autre côté, il y a des tensions diplomatiques parce que officiellement, les Comores considèrent que Mayotte est comorien. Par exemple, on peut voir que sur leur drapeau, il y a 4 étoiles qui représentent les 4 îles principales de l'archipel, dont Mayotte. Donc forcément, pour eux, la frontière, elle n'existe pas. Ils disent que les Comoriens qui sont à Mayotte sont chez eux. Les Mahorais, eux, en tout cas une grande partie des Mahorais, ils ne se sentent pas du tout comoriens, ils veulent rester français. Donc voilà, il y a vraiment ces tensions entre Mayotte et les Comores. Alors, quelle est la position de la France dans tout ça et pourquoi la France tient tellement à garder le contrôle de Mayotte ? Eh bien, il y a des raisons économiques et des raisons militaires. En gros, c'est une question de puissance, puisque quand on a une terre habitée dans le droit international, on a le droit de contrôler un certain nombre de terres autour. Et alors, pour la France, depuis l'époque coloniale, Mayotte, c'est vraiment une position stratégique parce que c'est ce qui permet à la France de garder les îles éparses, qui sont des îles qui ne sont pas habitées, qui sont autour de Madagascar, et de garder un contrôle économique et militaire sur le canal du Mozambique. Le canal du Mozambique étant une route hyper importante, que ce soit pour, à l'époque coloniale, le commerce des épices, ou alors un peu plus tard, le commerce du pétrole, et aussi pour le contrôle militaire. Ce qui est notamment plus important en ce moment, puisque là, on pourrait faire carrément un autre épisode, mais en ce moment, la France perd beaucoup d'influence militaire en Afrique. Donc Mayotte, ça reste un endroit hyper stratégique. Oui, donc les intérêts géopolitiques de l'État français à Mayotte sont assez évidents, mais maintenant, la question c'est
Que fait l'État français pour Mayotte ? Donc dans cette dernière partie, on va se demander ce que fait l'État français pour ce territoire qui est si stratégique. Et alors, spoiler, l'État français ne fait pas grand-chose, ou en tout cas pas grand-chose de très efficace. Ouais, on peut même dire qu'il fait le strict minimum, parce que quand on regarde les droits et les infrastructures qui devraient être assurés à chaque département, on voit que Mayotte est un département sous-doté. Être doté de quelque chose, ça veut dire posséder quelque chose, on peut dire être doté d'une qualité par exemple, et Mayotte est sous-doté en termes d'infrastructures. Par exemple, l'accès à l'eau potable, l'eau qu'on peut boire, il faut savoir qu'à Mayotte, moins de 50% de la population a un accès régulier à l'eau potable. Il y a très souvent des coupures d'eau potable et une distribution qui est très inégale. Évidemment, les personnes qui vivent dans les bidonvilles, les migrants illégaux, ont beaucoup de mal à accéder à l'eau potable. On peut aussi citer la question du logement. L'accès au logement est très limité et c'est pourquoi plus de 40% de la population vit dans des bidonvilles sans accès aux services de base. Ouais, il y a aussi beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'accès à la justice, tout simplement parce que, comme on l'a dit, il y a énormément de criminalité, de personnes qui sont arrêtées, qui sont entassées dans les prisons. Autrement dit, les prisons sont surchargées et il n'y a pas assez d'avocats pour défendre toutes ces personnes et pour participer au procès. Un autre accès de base qui est très limité, c'est l'école. En théorie, en France, l'école est gratuite, obligatoire pour tous. On est censé avoir des écoles publiques pour tout le monde, avec ou sans papier. Mais à Mayotte, il y a trop d'enfants, il n'y a pas assez de moyens et donc la majorité des enfants, ou en tout cas une grande partie, n'est pas scolarisée. Et il faut aussi noter que la majorité de la population mahoraise ne parle pas français. Le français est la seule langue officielle, mais dans la réalité, notamment à cause de tous les migrants illégaux, eh bien, le français n'est pas la langue qui est majoritairement parlée à Mayotte. Il y a d'autres langues, il y en a 2 autres dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais on vous laissera faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Et puis, peut-être pour terminer sur cette sous-dotation, on peut répéter le fait que la sécurité n'est pas du tout assurée. C'est le territoire de France où il y a le plus d'abus sexuels dans l'enfance, où il y a le plus d'enfants abandonnés et où il y a une insécurité incontrôlée avec des comparutions immédiates devant la justice qui ne s'arrêtent pas pour des attaques dans la rue à l'arme blanche. C'est clair que l'immigration massive dont on a parlé, c'est un peu la cause de ces problèmes à Mayotte parce qu'elle est complètement disproportionnée par rapport à la taille de l'île et aux capacités d'accueil. Donc, la position de l'État français, c'est de dire que si cette immigration était mieux contrôlée, ce serait plus facile d'assurer tous ces services, tous les services qu'on a mentionnés plus tôt, sur Mayotte. Donc la solution qui est proposée, c'est d'organiser de grandes opérations policières, qui sont souvent très violentes, pour déloger ces clandestins, pour déloger les migrants illégaux et essayer de les renvoyer chez eux. On va peut-être donner un chiffre qui permet d'illustrer ces opérations. C'est que à Mayotte, l'État expulse entre 22 000 et 25 000 personnes chaque année, alors que, en comparaison, pour tout le reste de la France, enfin pour la France hexagonale, c'est 5 000 personnes qui sont expulsées chaque année. Donc 22 000 à 25 000 seulement sur cette petite île, 5 000 pour la France hexagonale. Oui, d'ailleurs, depuis 2 ans, il y a une de ces opérations policières qui est en cours, l'opération Wambushu. Donc Wambushu, c'est un mot mahorais qui a le sens de reprise en main, de reprendre le contrôle.
Et c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement dans les médias français parce que c'est une opération qui est très violente. L'objectif, c'est évidemment, encore une fois, d'expulser les migrants illégaux. Et pour faire ça, eh bien, ils ont tendance à détruire les bidonvilles, détruire ces habitations. Sauf que, comme les Comores souvent refusent de reprendre ces migrants, eh bien, ces personnes se retrouvent toujours bloquées à Mayotte et elles n'ont même plus de toit au-dessus de leur tête puisque leurs maisons, leurs bidonvilles ont été détruits. Et je précise quand même par honnêteté, parce que tous les deux, on est plutôt du camp de ceux qui trouvent que c'est inhumain et que c'est vraiment n'importe quoi. Mais l'opération Wuambushu est quand même vue comme quelque chose de très positif dans une certaine partie de la population. De la population mahoraise. Et française aussi, hein, quand même. Et française aussi, ouais. Oui. Pas les personnes qu'on fréquente. Mais voilà, c'est vu par beaucoup comme quelque chose de positif du côté de la droite et de l'extrême droite. Et pour les ministres de l'Intérieur qui ont été en place, c'est plutôt une publicité qui leur permet d'être plus populaires. Parce que malheureusement, voilà, des images de destruction de maisons, d'expulsion massive, de police qui tire à bout portant, et même si c'est violent, pour certains, c'est une preuve de fermeté. Ouais, et pour les personnes qui vivent cette criminalité effectivement au quotidien à Mayotte, c'est facile de comprendre pourquoi ils pensent que c'est la solution à leurs problèmes, parce qu'évidemment quand on craint pour sa vie et sa sécurité, on est prêt à adopter des solutions radicales. Maintenant, il y a aussi justement la question qu'on abordait en introduction, à savoir quelle a été la réponse de l'État français face à la catastrophe naturelle récente, le cyclone Chido. Bon, on peut dire que la réponse a été assez décevante, puisque quand on voit l'ampleur des dégâts qui ont été causés par ce cyclone, on a l'impression que l'État français n'a pas vraiment fait son maximum pour venir en aide aux Mahorais. Oui, déjà, l'État n'a pas été capable de recenser correctement le nombre de morts et de blessés, puisque la population réelle n'est pas vraiment connue. Les secours ont mis du temps à arriver. Il y a eu des tensions parce que, à certains moments, des aides venues de l'extérieur et notamment des Comores ont été refusées. Et puis, de manière générale, tout ce qu'on vous a dit là sur les problèmes structurels, sur le manque de logements en dur, sur le manque d'infrastructures, ça a été révélé par cette catastrophe. A priori, il va être quasi impossible pour l'île de se reconstruire à l'identique et de pouvoir même évoluer vers des conditions de vie plus favorables dans les prochaines années. Mais du côté de l'État français, quand on écoute le gouvernement, on a l'impression qu'ils ont fait le nécessaire, puisque par exemple Emmanuel Macron s'est rendu sur l'île de Mayotte. Il a été assez mal accueilli par les habitants qui étaient en colère, logiquement, après ce qui s'était passé. Mais on peut dire qu'il s'est un peu laissé emporter par l'émotion dans un de ses discours. Enfin, c'était pas un discours officiel, mais à un moment, il s'adressait aux Mahorais et il leur a dit... Et si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Donc ça résume bien l'attitude néocolonialiste d'une partie du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui leur dit, voilà, effectivement la situation est difficile, mais grâce à nous, c'est quand même pas si mal, parce que sans la France, vous seriez dans une situation encore plus compliquée. Voilà, je pense qu'on a fait un bon résumé de la situation. Encore une fois, on a dû simplifier des choses. Il y a même des éléments que nous, on n'a pas, parce que pour nous aussi, en tant que Français, même en s'intéressant à l'actualité, à l'histoire, etc., c'est quand même un sujet qu'on ne maîtrise pas complètement. Mais on voulait en tout cas vous permettre d'avoir un aperçu, de comprendre ce que c'était que cette île française au milieu de l'océan. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec Mayotte, c'est que ça soulève une question fondamentale, la question de l'égalité républicaine.
l'égalité entre les départements qui font partie de la France. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'égalité quand on voit que des citoyens français, ceux qui vivent à Mayotte, vivent dans des conditions totalement différentes de ceux de métropole? Et la question ici qui reste ouverte, c'est celle de l'avenir, du futur de Mayotte. En fait, ce futur va vraiment dépendre de la capacité de la France à proposer des solutions durables, des solutions qui respectent à la fois sa responsabilité envers les Mahorais, puisque c'est une ancienne colonie française, donc la France a une responsabilité, mais aussi les réalités complexes du territoire, notamment les relations dont on a parlé avec les Comores. Donc voilà, c'est un sujet assez complexe. On espère que vous avez compris ce qui se passe à Mayotte dans les grandes lignes. N'hésitez pas à poser des questions dans des commentaires s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour en tout cas de ce qu'on pouvait dire pour un épisode. Super. Bon, merci à toutes et à tous et on se retrouve dans 2 semaines. Salut!